bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, ils étaient 17% de plus cette année chez les filles. L'augmentation est même de 22%. La cote du rugby monte chez les jeunes. Ces chiffres sont ceux du nombre de licenciés relevés par la Fédération française de rugby. Et si, en jouant, ils apprenaient bien autre chose qu'à taquiner le ballon ovale, c'est ce dont on va parler avec l'invité du Grand Oral, Xavier Brissard. L'anti-sèche d'Amal Laoui, l'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité, c'est la journée mondiale du Petit Prince. Petit Prince que l'on croise en plusieurs occasions quand on va à l'école. L'heure de la récré, toujours avec Amal. Rugby toujours, rugby pour les filles et pour les tout-petits. Et puis, en fin d'émission, nous retrouverons notre psy et chroniqueuse Sophie Marinopoulos dans l'infirmerie. Sujet du jour, les grossesses adolescentes. La chronique quotidienne, l'émission quotidienne de School TV. C'est parti, Grand Oral. L'école prétend enseigner le vivre ensemble et forger des citoyens responsables. Et s'il fallait regarder un petit peu plus du côté des terrains de sport pour comprendre comment s'y prendre, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec l'invité du Grand Oral, Xavier Brissard. Bonjour. Bonjour à vous. Je vais résumer les choses en disant que vous êtes un ancien rugbyman devenu éducateur bénévole, puis entraîneur, notamment à Massy, aujourd'hui au Racing 92. En fait, vous avez eu plein d'autres vies, mais on en dira deux mots après. Vous venez de publier, c'est il y a quelques mois, mais en tout cas, vous avez publié L'art de la guerre. Ça, c'est Sun Tzu, mais c'est l'art de la guerre du rugby, sous-titre pour avoir un autre point de vue du rugby, de l'éducation et de la vie. C'est aux éditions Les Trois Colonnes. Première mi-temps, je voudrais qu'on parle du jeu, et je prends ce terme au sens premier, le rugby comme jeu, mais c'est un jeu qui fait mal, qui se joue dans le froid, qui fatigue. Alors pourquoi les enfants viennent et reviennent inlassablement sur les terrains et comment les y faire revenir ? Alors, comment les y faire revenir, ça c'est très compliqué. Ouais. C'est un travail de longue haleine. Pourquoi ils y viennent ? Parce qu'on joue au rugby, on dit jouer au rugby, donc ça reste un jeu, c'est un plaisir. Parce que les enfants aiment la compétition, ils aiment s'amuser, parce qu'ils aiment les challenges et que ça réunit toutes ces choses-là. Et puis c'est créateur de confiance, le rugby, c'est créateur de copains, c'est créateur de vie. Et voilà, ce qui se passe sur un terrain de rugby, c'est ce qui devrait se passer dans la vie de tous les jours. Et ça, on va en parler. C'est un jeu, disais-je, et disiez-vous d'ailleurs, ça veut dire qu'on gagne ou qu'on perd, mais c'est absolument pas l'essentiel. Vous dites qu'en fait, on apprend avant tout à s'occuper de soi. Oui, c'est effectivement. Alors, il faut prendre. Il y a plusieurs niveaux. Là, on parle de rugby en école de rugby. On parle pour les enfants, donc on parle d'éducation, on parle de sport et pas de compétition. Forcément, c'est quand même. Il y a des matchs, donc il faut essayer de gagner les matchs. Mais le rugby amène l'autonomie. Donc, quand on commence à s'occuper de soi, on peut facilement être utile au collectif. Voilà. Si on n'est pas autonome, si on n'est pas capable de se gérer, c'est dur de trouver sa place dans un groupe. Autonomie qu'il va falloir construire. Vous dites aussi que de dire qu'on apprend de ses échecs, ça ne suffit pas. Je vous cite, va expliquer ça à un gamin de 7 ans dont l'équipe a perdu le match, transit froid, debout au milieu du terrain, qui se fait marcher dessus par l'équipe adverse, et c'est là mon point, et qui pleure faute de savoir quoi faire. Et en fait, une des clés de votre message d'éducateur, et j'y insiste parce que ça vaut pour plein d'autres choses que pour le rugby, c'est de dire si on ne met pas le sens, si on n'explique pas, ça ne peut pas marcher. Oui, comme dans la vie ou dans le rugby, si on ne donne pas un but aux choses, si on ne sait pas pourquoi on fait les choses, c'est très compliqué de demander à un enfant d'aller au-delà de ses capacités, de faire des efforts. Voilà, le sport, c'est le goût de l'effort. Si le gamin ne trouve pas de plaisir, ne trouve pas de raison de faire les choses, pourquoi les faire ? C'est là l'enjeu de l'éducation, de la formation, et c'est ce qui forge notre société plus tard. Sport de contact, comment enseignez-vous la limite entre combat, il faut y aller, et violence ? Parce que c'est pas un sport violent non plus, le rugby. Pour moi, c'est pas un sport violent, c'est un sport physique. Alors forcément, il y a beaucoup de controverses sur ça. Parfois, ça se cogne. Parfois, ça se cogne, ça arrive, mais est-ce que les gens qui font du vélo, du VTT considèrent que c'est un sport dangereux ? Pourtant, il y a des chutes, il y a des blessures beaucoup plus graves dans le vélo que dans le rugby, donc il ne faut pas se limiter à ça. Et puis, c'est la formation, l'expérience, le travail fait que ce sont des gestes techniques qui sont appliqués au bon moment, au bon endroit, et donc beaucoup plus en sécurité qu'il y paraît.
Donner du sens, donner du plaisir, c'est d'autant plus important que c'est un sport de ballon. Sauf que le ballon, on l'a quasiment jamais en fait. Il se balade le ballon souvent. C'est ça. On est 30 sur le terrain, il n'y a qu'un seul ballon, d'où peut-être le sport de combat. Il faut jouer collectivement, il faut jouer pour les autres, il faut jouer pour son équipe. Et en fait, on joue beaucoup quand on n'a pas la balle. C'est ça. Voilà. Alors les petits, les plus petits, leur expliquer tout ça, c'est quand même pas évident. Ils ont quand même tendance à courir après le ballon. Ils veulent le ballon. Les plus petits jusqu'à certains plus grands, souvent oui. c'est une formation qui s'étale sur le temps. Il y a des sports à apprentissage, des sports qui sont plus naturels. Le rugby est un sport à apprentissage. Et on va voir comment on l'apprend dans quelques instants. Ce sera juste après l'anti-sèche, si vous le voulez bien. Xavier Brissard, l'anti-sèche d'Amal Laoui avec un anniversaire. Anniversaire qui est celui de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry, anniversaire de sa naissance, 29 juin. C'est ça, né le 29 juin 1900 à Lyon. Il meurt en vol le 31 juillet 44 au large des côtes marseillaises. Écrivain, poète, aviateur et reporter français issu de la noblesse. Il passe une enfance heureuse malgré les morts prématurées de son père et d'un de ses frères. Alors, c'est pas un élève très brillant, mais il réussit quand même à obtenir son baccalauréat en 1917. Antoine rêve, lui, d'aviation. Il passe même son baptême de l'air dès l'âge de 12 ans, mais malheureusement, il échoue plusieurs fois au concours de l'école navale et il s'oriente vers les beaux-arts et l'architecture. Il devient pilote durant son service militaire en 1922 et il a aussi une autre passion, c'est l'écriture. Et à cette époque, il écrit principalement des poèmes. En 1926, Antoine de Saint-Exupéry est embauché par la compagnie Latécoère, c'est la future aéropostale pour transporter du courrier, d'abord entre Toulouse et le Sénégal, puis en Amérique du Sud à partir de 1929. Et il continue d'écrire durant toutes ces années et publie son premier roman, Courrier Sud. Courrier Sud, il se consacre aussi, je crois, à peu près à cette époque au journalisme. Oui, à partir de 1932, Antoine de Saint-Exupéry se consacre au journalisme et aux raids aériens. Il se lance dans de grands reportages au Vietnam en 1934, à Moscou en 1935, en Espagne en 1936 et en 1939, il publie Terre des Hommes pour lequel il reçoit le Grand Prix du roman de l'Académie française. Mais son livre le plus connu, ça reste Le Petit Prince. Oui, il écrit Le Petit Prince à New York pendant la Seconde Guerre mondiale, livre qui est illustré avec ses propres aquarelles. Il est publié donc en 1943 à New York et puis en France par chez Gallimard en 1946 après sa mort. Alors depuis sa publication en 1943, il faut savoir que Le Petit Prince est devenu un immense succès mondial et un classique des bibliothèques pour enfants, classique aussi des programmes scolaires, souvent étudiés au cycle 2 et 3. Le Petit Prince a été traduit dans plus de 380 langues et dialectes et vendu à des millions d'exemplaires. C'est même le titre de livre le plus traduit au monde derrière la Bible. Impressionnant, le 29 juin et donc aussi la date de la journée internationale du Petit Prince. Oui, cette journée est célébrée partout dans le monde pour promouvoir les valeurs du Petit Prince et elle a pour objectif de fédérer de nombreuses initiatives autour de messages d'espoir, de paix et de respect. Et pour célébrer le Petit Prince, il y a de nombreux événements qui sont organisés. Il y en a un qui se termine aujourd'hui, je crois. Oui, exactement. Donc du 1er au 29 juin, les enfants pouvaient participer à un grand concours artistique autour du thème « On ne voit bien qu'avec le cœur ». Pour participer, il fallait réaliser soit une peinture, un dessin, un poème, une chorégraphie ou même une vidéo autour de cette phrase que le renard confia au Petit Prince. Et il y a plein d'initiatives. Il y a plein d'initiatives partout dans le monde autour de cette journée. Et il y a aussi la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse. Elle a été créée en 2008 et elle mène de nombreuses actions en faveur de l'enfance. Elle véhicule les valeurs humanistes de Saint-Exupéry et elle finance des actions concrètes pour permettre aux enfants et aux jeunes de devenir des adultes responsables et épanouis. J'ai voulu vous dessiner un mouton, mais je dessine vraiment très très mal. Merci beaucoup, Amal. On se retrouve tout à l'heure pour la récré. Suite du Grand Oral, Xavier Brissard. Éducateurs, entraîneurs, parents, transmettez la passion avant de transmettre la victoire à tout prix. Ne jugez pas nos enfants ou ne cherchez pas à jouer votre carrière à travers eux, mais laissez-les se forger une expérience, une tranche de vie. Ça vaut pour le rugby, ça vaut pour l'école. C'est une citation, c'était pas de moi. Mais c'est vrai que si vous remplacez rugby par école dans tout ce qui va suivre, vous verrez que ça fonctionne. L'école, vous êtes comme un peu comme Saint-Exupéry, c'est pas votre premier amour. Elle ne m'a pas aimé du tout. Ouais. Et je lui ai rendu, effectivement. Vous lui avez bien rendu. Oui. Non, mais alors on le dit, et vous le dites, vous avez la politesse de le dire avec le sourire, mais en fait, elle a profondément dysfonctionné l'école avec vous, parce que vous aviez des pépins qui peut-être aujourd'hui d'ailleurs seraient
Comme je pense pour beaucoup d'enfants, l'école est fait pour la masse et ce qui sort un petit peu du lot, c'est toujours très compliqué à gérer. Aujourd'hui, c'est peut-être plus facile qu'il y a quelques années. Et puis, c'est pas non plus. Si j'ai bien compris, vous étiez gaucher, c'est pas non, et on vous a obligé d'écrire de la main droite, c'est pas non plus un drame. Enfin, un drame. Non, c'est pas un drame. Je veux dire, on n'est pas à un niveau de différenciation à la dyslexie, mais qui aujourd'hui est quand même bien mieux. Maintenant, elle est diagnostiquée. À l'époque, on m'a juste dit que j'étais stupide. Donc quand on. Et en fait, j'y reviens, mais voilà, il y a quand même des années où on vous dit, t'es bête. Voilà. Et puis malheureusement, quand on dit à un enfant qu'il est bête, c'est pas évident de ramer tout seul pour s'en sortir. Donc on se laisse un peu porter par le flot vers la fenêtre et le radiateur au fond de la classe. Et donc vous avez ensuite fait de toutes autres études. Oui. Qui s'appelait de mécanique, si je me souviens bien. Comme tous les enfants dont on ne sait pas quoi faire à l'école, on les envoie en mécanique, en métier de la mécanique à l'époque. Et donc je me retrouve en usine à faire un CAP, quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout. Donc je suis obligé de le faire vu l'esprit de la familiale. Je suis obligé d'aller au bout du diplôme. Donc je passe mon CAP, mais là j'ai l'autorisation d'aller faire un petit peu ce que je veux. Donc je vais faire de l'art appliqué. Et vous travaillez dans la pub depuis directeur artistique. Voilà, j'ai fait directeur artistique et directeur de création dans des grosses agences. À votre place, il y a quelques semaines, était installé Guy Medfort qui a fait un livre sur des dyslexiques très célèbres d'ailleurs. Et beaucoup disent, ça nous être obligé de contourner, de regarder les choses autrement, ça nous a apporté une forme de créativité. Est-ce que vous pensez que c'est votre cas aussi, qu'on regarde les choses différemment parce qu'on est habitué ? C'est souvent ce que je dis, je vois les choses sous plusieurs angles. C'est ça. Voilà. Et du coup, une solution n'a pas qu'un seul problème, c'est peut-être Vous avez dit une solution n'a pas qu'un seul problème. Non mais joli, ça illustre le truc. Voilà. Non mais voilà. Un problème n'a pas qu'une seule solution et souvent dans notre société, on essaie de régler les problèmes de la même manière. Voilà. Et or que si on réduit des deux côtés, on modifie les deltas, on change les axes de vue et on trouve plus de solutions. Et ça vaut au rugby ? Vous étiez un joueur ou vous êtes un entraîneur différent parce que justement vous essayez de trouver autre chose ? Alors ça, je ne sais pas. Il faudrait demander aux autres. Je sais que je suis le seul à avoir écrit ce livre, donc je ne dois pas être tout à fait comme les autres. Mais voilà. Livre qui s'intitule L'art de la guerre du rugby et c'est aux éditions Les Trois Colonnes. Il y a dans le travail, j'allais dire le travail du rugby, le plaisir, mais enfin il y a une éthique du travail quand même. Il y a aussi une éthique de la maîtrise technique. La technique individuelle, vous dites, ça sert à ne pas se mettre en danger. Oui, on fait les choses quand on sait les faire. Donc à partir du moment où on ne sait pas les faire, on va essayer, on n'ose pas, on va les rater, du coup on va perdre de la confiance, c'est compliqué. Donc la technique individuelle, le savoir permet d'oser. Voilà, peu importe le sport, peu importe l'activité, c'est le savoir qui permet d'oser, qui permet de se mettre dans l'assurance, dans le confort et donc dans la progression. Il y a évidemment un apprentissage de la vie collective qui est considérable. Vous décrivez le jeu en diamant des All Blacks, les célèbres rugbymen néo-zélandais. En fait, en permanence, si je suis un All Black, ça va, je pensais qu'elle allait se marrer quand je dirais un truc comme ça. Si je suis un All Black et que j'ai alors on dit la gonfle d'ailleurs, c'est ça ? La gonfle, le cuir, le ballon. Ouais, le cuir, ça je savais, la gonfle, c'est pas mal. Voilà. Je sais qu'en permanence, j'ai un copain à droite, un copain à gauche, un copain derrière. Voilà. Et quasiment les yeux fermés. Voilà. Pour peu que je maîtrise mon geste, je sais que mon ballon il sera récupéré. Voilà. Ça, c'est Mais c'est pas que les All Blacks. L'équipe de France aujourd'hui qui fonctionne merveilleusement bien, a plusieurs soutiens dans l'axe, ils le savent et ça permet des options de jeu, ça donne des ouvertures. Vous dites aussi que c'est un sport de combat, mais un sport d'évitement. Oui, mais on est 15 contre 15, donc on est 1 contre 1 au final. Et donc si on arrive à créer un surnombre d'un côté, on ouvre des portes de l'autre. Donc le combat sert à recentrer les défenseurs et pour permettre aux futurs porteurs de balles de prendre les espaces libres. Le but étant d'aller mettre le ballon le plus loin possible derrière la ligne d'essai, il faut que le ballon avance, donc il faut lui trouver de l'espace. École de vie absolument extraordinaire. Dans les conseils très pratiques que vous donnez aux éducateurs, vous dites qu'il faut faire valoir le collectif. Et par exemple, vous félicitez pas forcément le joueur qui a marqué un essai, mais ceux qui ont aidé à en arriver là.
Oui, alors ça c'est un principe d'éducation qu'on commence à voir bien un peu partout, j'espère. Mais à la télé, quand on suit un match, on félicite beaucoup les journalistes félicitent. Oui, un effet d'un tel, transformé par un tel. Mais c'est peut-être l'action d'avant ou celle encore d'avant qui a amené cet essai. Ouais. Et c'est vrai que quand on marque un essai au rugby, on le sait, c'est pas nous qui le marquons, c'est le collectif qui le marque. Quelles valeurs voulons-nous transmettre? Quelle société voulons-nous construire? Car nous sommes acteurs de cette société en tant qu'adultes. Comme éducateurs de rugby, je vous cite, là encore, le côté rugby n'est qu'un prétexte, un support de valeur pour l'éducation. Xavier, on continue à en parler, mais on prend une petite... on a des mi-temps ici, on appelle ça des récrés en fait. Vivement la troisième. Amal Laoui, vous avez ça aussi. Et comme on aime bien jouer pendant la récré, et le rugby est un jeu, on va jouer au rugby avec vous, Amal. Oui, avec ces petits rugbymen en herbe, et vous allez voir que cette joueuse est bien plus maligne que ses coéquipiers, regardez. Elle a joué perso, c'est pas exactement ce qu'on disait tout à l'heure, mais ça fonctionne. Elle a utilisé le collectif pour pouvoir faire vivre la balle. C'est pas mal. Pas mal, pas mal. Ah, on a le jugement du pro. C'est un sport qui se féminise, le rugby, Amal. Un sport qui se féminise. Le rugby féminin connaît un réel engouement dans l'Hexagone, notamment depuis l'édition 2014 de la Coupe du Monde organisée en France. La rencontre entre la France et l'Australie avait même réalisé un record d'audience avec plus d'1 800 000 téléspectateurs en moyenne pour 10,2% de part d'audience, avec un pic en fin de match à plus de 2,2 millions de téléspectateurs. Et depuis, le nombre de licenciés en France a augmenté de plus de 15% chaque année. Fin 2021, les licenciés, hommes et femmes confondus, étaient de près de 245 000, dont à peu près 27 000 femmes. On voit quand même pas beaucoup à l'écran. Oui, les matchs féminins restent quand même sous-médiatisés, fortement dévalorisés par rapport aux matchs masculins. Le rugby féminin, comme le sport féminin en général, manque toujours autant de visibilité. Et dans les nouveautés, il y a ces licences Baby Rugby. C'est ce qu'on a vu, je crois, dans la vidéo, c'est ça ? C'est ce qu'on a vu, l'intégration du rugby dans le milieu scolaire et le succès de la licence Baby Rugby a permis d'augmenter de près de 120% le nombre de licenciés dans la catégorie des moins de 6 ans. Ah bah, merci, c'est bien Baby Rugby. C'est une nouveauté de la fédération, c'est ça ? Oui, c'est une nouveauté. C'est bien à partir du moment où on met un enfant à réfléchir et à bouger son corps. C'est bien. C'est bien. C'est ça. Y a pas de, voilà, donc c'est exceptionnel. Voilà. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants pour la suite du Grand Oral. Amal, merci beaucoup. Les mots d'Antoine Blondin résonnent au plus profond de mon âme. Le rugby est aux antipodes du one-man show, disait-il. Il propose un art subtil de la réussite par l'abnégation et l'amitié où l'homme, réputé inachevé par essence, se complète enfin à travers les autres. Fin de citation. Non, pas fin de citation, ça c'est Blondin. Mais notre invité rajoute quelques lignes. Au rugby, quand tu n'avances pas, tu recules. Dans la vie, c'est la même. Troisième mi-temps de notre rencontre avec Xavier Brissard, ancien rugbyman devenu éducateur bénévole et entraîneur à Massy, qui est un grand club formateur en France. Au Racing 92 aujourd'hui, qui en est un autre. Troisième mi-temps au rugby, on sait que théoriquement, la troisième mi-temps, c'est la mi-temps du social. Oui. On boit un coup, on chante des chansons pas toujours bien élevées et on se défoule un petit peu. C'est de l'art populaire. C'est un art populaire. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de leçons de vie au rugby et dans votre ouvrage. Et l'une est au cœur de l'intime pour tout le monde, c'est que vous dites, et vous commencez le bouquin là-dessus, vous dites la première chose à apprendre, c'est de maîtriser, voire de vaincre sa peur. Le plus gros frein de l'homme, de la société, c'est la peur. On ne fait pas les choses parce qu'on n'ose pas, on a peur des choses parce qu'on ne connaît pas. Donc le savoir permet de faire, permet d'oser, permet de se construire. Voilà. Et concrètement, quand on est éducateur de rugby, vous avez entraîné des moins de 14 ans, des moins de 12 ans, je crois aussi. Toutes les catégories d'âge. Jusqu'à Crabos. Comment on aborde ça ? Crabos, c'est quoi d'ailleurs ? Alors, c'est les moins de 18 ans, c'est le haut niveau des moins de 18 ans. D'accord. Et pourquoi Crabos ? C'était le nom d'un rugbyman célèbre. C'est la référence. Il y a Goderman à la Mercerie, Crabos, qui sont des catégories du haut niveau jeune, de moins de 15 à moins de 18. Ok. Et alors, comment on fait pour qu'ils aient pas peur ?
Parce que parfois les psys ils mettent 30 ans à faire que vous ayez moins peur et parfois ils n'arrivent pas. Mais parce qu'ils sont payés à la séance peut-être. Vous allez vous faire que des copains vous. Non mais c'est encore une fois c'est l'apprentissage. Je pense qu'à l'école c'est la même chose. Prendre un livre et lire ça fait peur pour beaucoup d'enfants. Ouais. Et donc il faut apprendre l'alphabet, les syllabes et ainsi de suite. Et puis au bout d'un moment on ouvre le livre, on a envie. Il faut donner l'envie d'un côté et puis il faut un petit peu bousculer. L'avantage d'encadrer des enfants, c'est que ils savent qu'il y a une autorité. Au rugby, il y a une autorité qui est réellement présente et qui est écoutée. Et donc, ça facilite un petit peu peut-être le fonctionnement de la séance. Il y a plusieurs figures d'autorité au rugby. Il y a le capitaine. Alors vous avez une technique assez à vous sur les équipes de jeunes, de plus petits, pour distinguer celui qui fera le bon capitaine. Alors, ça reste des entraînements pour des enfants, donc il faut qu'ils y trouvent du plaisir, mais en même temps c'est un sport comme vous le disiez qui est physique, donc il faut qu'ils aient de la qualité technique pour pas se blesser, donc il y a des risques, il y a des choses, on ne peut pas rire de tout, donc il faut leur donner le goût de la réussite, il faut leur donner l'envie de vaincre, il faut leur donner l'envie de vaincre, c'est de vaincre sa peur, c'est de réussir une meilleure passe, c'est de réussir un plaquage, donc c'est vaincre sa peur vraiment, et puis il y a des moments où ils ont envie de libérer un petit peu la soupape. Ils sortent de l'école, ils sont très sollicités, ils sont énervés, fatigués, donc des fois on n'arrive pas à en faire ce qu'on veut. Et moi je profite de ce moment-là pour les abandonner. En fait, je les laisse se débrouiller tout seuls. Et, en fait, vous les abandonnez jamais moindrement. Vous avez l'œil sur ce qui se passe, c'est ça? Voilà, je les regarde de loin et il se passe toujours des choses. Il y a des enfants qui vont se rendre compte de rien, continuer de faire les guignols, et puis d'autres qui vont commencer à se dire s'il y a quelque chose de pas normal. Et ils vont essayer d'organiser un peu. Et ils vont prendre les choses en main. Et là, vous vous dites, celui-là, il a peut-être un peu des capacités au leadership. Voilà. Et vous insistez aussi beaucoup pour que le rôle d'arbitre tourne. Oui, il faut. Parce qu'on parle des figures d'autorité. Il faut connaître les règles pour pouvoir évoluer dans une société. Donc, plus on les met en place, plus on les comprend, plus c'est facile de vivre avec. Et puis, en endossant le costume de l'arbitre, quand on sait ce qu'il vit, quand on sait comment c'est compliqué de prendre une décision, on le respecte un petit peu plus facilement quand on sait la difficulté du poste. Vous dites aussi qu'il ne faut pas forcer les choses et attendre avant d'imposer le collectif. Il faut laisser l'individuel. En fait, c'est un jeu de... Pourquoi vous avez choisi Sun Tzu, d'ailleurs, la Chine? Il y a toute une métaphore sur des sagesses faites d'équilibre, le yin, le yang... Parce que en fait c'est le Sun Tzu, c'est pas un livre forcément sur la guerre, c'est un livre sur la vie, ce qui peu importe, comme le rugby, ce qui se passe sur un terrain de rugby, c'est la même chose que sur la vie. Je dis souvent, l'herbe a fait 3 cm de haut sur un terrain, donc on peut pas se cacher, on peut pas se mentir, et donc soit on est là au soutien, soit on fait les choses, soit on les fait pas et on sait que c'est pas pour nous et on s'en va. Donc vous dites aussi qu'un joueur qui est égoïste sur le terrain, il y a quand même 9 chances sur 10 pour qu'il le soit aussi dans la vie. C'est ça. S'il fait pas son boulot sur le terrain, comme on peut pas se cacher, c'est sûr que ça se voit tout de suite. Dans la vie, c'est plus dur de le voir, mais voilà, soit on est généreux partout, soit on ne l'est pas. Xavier, merci beaucoup d'être venu nous présenter cet art de la guerre du rugby. On se retrouve dans 3 minutes pour se dire au revoir tranquillement. Mais juste auparavant, on a notre consultation hebdomadaire. On a une infirmerie ici, et dans l'infirmerie, nous avons une psy. Il ne se fait pas payer à la séance. Sophie Marinopoulos, psy et chroniqueuse, qui nous parle d'un sujet grave, les grossesses adolescentes. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, le sujet des grossesses adolescentes. On n'en parle pas peut-être suffisamment souvent, me semble-t-il. Est-ce que c'est la raison pour laquelle il n'y a que quelques centaines de situations par an, mais pour autant, ce sont des situations qui ne sont pas acceptables, car nous allons le voir, mais finalement, ces jeunes filles sont en grande difficulté. On parle de grossesse adolescente quand elles sont mineures. Généralement, ce sont des jeunes filles qui sont encore à l'école, elles sont scolarisées ou en apprentissage, et elles ont... en général, une connaissance assez approximative du fonctionnement de leur corps. Ça, c'est
un des points qui ressort des professionnels qui s'occupent de la vie affective et de la vie sexuelle des jeunes, qui observent que ces jeunes filles ne connaissent pas leur cycle, qu'elles ne connaissent pas le fonctionnement de leur corps en général et qu'elles vont avoir des rapports qui ne sont pas protégés, des rapports pour lesquels elles n'ont pas de contraception et qui les met du coup dans une situation qui n'est pas du tout, bien entendu, appropriée pour leur âge. Donc les risques encourus sont bien sûr très nombreux à partir du moment où elles vivent et elles sont dans cette méconnaissance, soit parce que la famille n'a pas su, n'a pas pu leur donner un minimum accès, on va dire, à une connaissance de leur corps. Mais il n'y a pas simplement des jeunes filles qui sont en difficulté au regard de cette éducation sexuelle et affective. On voit aussi des jeunes filles qui viennent de milieux beaucoup plus favorisés, qui ont eu accès à la contraception, qui ont eu accès à l'information et qui, pour autant, vont démarrer une grossesse. Et ce sont des jeunes filles que l'on retrouve dans nos consultations. Elles viennent parler finalement de ce qu'elles appellent finalement comme quelque chose de l'ordre d'un acte manqué, quelque chose qui vient parler d'elles, de leur construction. Elles sentent bien qu'il y a... Ça veut dire quelque chose d'elles. Et elles sont dans un travail et dans une interrogation psychologique, psychique de ce qu'elles sont en train de vivre. Alors, quelles sont les conséquences ? Bien, les conséquences sont multiples. Des conséquences socio-économiques, des conséquences sur leur santé, des conséquences psychologiques, puisque d'abord, il faut être clair. Pour la plupart, elles arrêtent leurs études, elles arrêtent leurs apprentissages, et donc elles sont... même sur du long terme, mis dans des situations de précarisation. D'un point de vue médical, on constate à quel point ces grossesses sont des grossesses à risque. Les accouchements sont plus souvent prématurés. Les bébés sont des bébés de petit poids. Ce sont des jeunes filles qui ont un apport nutritionnel qui ne correspond pas toujours finalement à cette situation de grossesse. Donc il y a déjà aussi au niveau de la santé des risques qui sont majorés. D'un point de vue psychologique, ces jeunes filles sont isolées. Elles perdent le contact avec le monde adolescent. Elles ne sont plus dans les groupes adolescents, elles ne sont plus dans les sorties adolescentes. Et puis ce sont des situations, il faut le dire et le redire, qui creusent les inégalités garçons-filles, car ce sont elles, les jeunes filles, qui assument ces situations. Dans la plupart des cas, elles sont seules à gérer cette grossesse, l'arrivée de l'enfant. Et donc là, on a une vraie préoccupation majeure, qui est quel accompagnement, quel support, qu'est-ce qu'on peut leur apporter. Toutes les familles ne supportent pas de voir leurs jeunes filles être enceintes et elles n'arrivent pas toujours à les accompagner dans cette grossesse. Il y a des foyers maternels qui les prennent en charge, certes, mais l'objectif quand même, c'est de pouvoir éradiquer au maximum ces situations et de démultiplier l'éducation sexuelle et affective dès les classes élémentaires, mais aussi dans les collèges et les lycées. C'est une loi qui préconise au minimum entre 5 et 15 heures sur ces sujets-là, mais qu'ils ne sont pas respectés. Et les enquêtes d'ailleurs qui sont faites et qui mettent en avant que les collèges et les lycées eux-mêmes disent qu'ils ne pratiquent pas toujours ces heures-là. Donc il faut véritablement faire un plaidoyer pour multiplier et affirmer l'importance de l'approche de la vie affective et sexuelle pour nos jeunes, pour éviter des situations telles que ces grossesses adolescentes. Merci à Sophie Marinopoulos, merci aussi à vous deux, merci Amal, merci Xavier Brissard. L'art de la guerre du rugby, c'est aux éditions Les Trois Colonnes. On n'a pas peu parlé de l'éducation nationale pendant toute cette émission. Le rugby il a une place suffisante en tant que sport scolaire ou ça reste finalement très local, on y joue dans des pays de tradition, j'allais dire, ou des régions de tradition. Ça reste très local, ça reste à la qualité du directeur de l'école ou du professeur de sport. Et ce serait pas mal qu'il y en ait un peu plus. Ce serait bien puisque ça construit vraiment un collectif. C'est vraiment un outil de construction individuelle et sociale avant d'être un sport.
Et c'est absolument formidable. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je disais terre de tradition, quand on voit que La Rochelle, c'est pas une terre de rugby depuis 2 siècles. Ça l'est devenu, oui, merveilleusement. Paris ne l'était pas non plus. Le Racing 92 ou Stade Français ont contribué à le faire. Avec M. Guazzini a bien amélioré les choses. Mais c'est vrai que oui, c'est aujourd'hui, c'est devenu un vrai sport national, quoi. Tout à fait. Xavier, merci 1000 fois de nous avoir rendu visite dans la quotidienne. Merci évidemment aussi à toute l'équipe. Vous allez voir, j'ai fait un générique rugby soigneuse. Make-up, Laure Audemont, à la fois arrière, demi de mêlée et demi d'ouverture. C'est Marine Plantec, assistée par Charles Fontaine. Les piliers, c'est le son et la lumière, Saïd Mamou et Raphaël Morel, le réalisateur, qui est aussi un petit peu demi d'ouverture. Vous restez sur School TV. Ça va, je ne me suis pas trop tombé dans les postes? Parfait. Ouais, nickel. Allez. Merci beaucoup. Vous restez sur School TV. Vous nous retrouvez, nous, en permanence, évidemment, sur Internet et sur les réseaux sociaux.